L'année 1555 marque le moment où Nostradamus a écrit cette préface, une date à partir de laquelle il pouvait prévoir l'avenir jusqu'en 3797. Cependant, cela ne signifie pas que le monde allait s'écrouler à ce moment-là. En fait, l'exactitude de ces prédictions a étonné le monde, déclenchant une intrigue et un débat permanent. Nostradamus, l'astrologue français du XVIe siècle, reste une figure d'une immense fascination, non seulement pour ses prophéties, mais aussi pour leur étrange résonance dans l'histoire moderne. L'une des œuvres les plus insaisissables et mystérieuses qui lui sont attribuées est le Léti, un texte secret censé enregistrer ses prophéties pour les générations futures. Au fil du temps, de nombreuses prédictions de Nostradamus continuent de sembler étrangement exactes. Parmi les événements mondiaux importants qu'il aurait prédit figurent la mort prématurée du roi de France Henri II et l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler, qui ne sont que quelques-uns des nombreux moments historiques qu'il a apparemment prédits avec une précision déconcertante. L'œuvre de Nostradamus est vaste et ses prophéties couvrent un large éventail de sujets, y compris des événements historiques et futurs. Son extraordinaire séquence pourrait-elle se poursuivre en 2025 ? Qui était cet homme dont le nom est désormais synonyme de prophétie et de mystère ? Né en France en 1503, Nostradamus a d'abord poursuivi une carrière de médecin, bien qu'il n'ait pas de diplôme officiel de médecine. Sa pratique médicale a commencé au début des années 1530. Vers 1547, il a commencé à écrire des prophéties, qui seront plus tard compilées dans son célèbre ouvrage Centurie. Ce livre était composé de 4 des vers de 4 lignes, chacun porteur de significations cryptiques. Ces 4 étaient regroupés en ensemble de 100, appelés siècles. Le contenu de ces prophéties tournait généralement autour de catastrophes naturelles, de guerres et d'autres conflits, des événements récurrents qui, bien qu'imprévisibles dans leurs détails, étaient cohérents dans leur schéma au fil du temps. Certains pensent que Nostradamus a prévu des événements réels tels que la mort du roi Henri II, la Révolution française, l'ascension de Napoléon Bonaparte et même les horreurs de l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler. D'autres soutiennent que ces prophéties, écrites dans un langage vague et métaphorique, reflètent simplement des schémas généraux d'événements historiques et que ces 4 peuvent être interprétés pour correspondre à presque n'importe quel événement de l'histoire. Quelle que soit l'interprétation, on ne peut nier que les prédictions de Nostradamus restent un sujet de fascination, certaines personnes étant convaincues que beaucoup d'entre elles se sont réalisées. Cependant, la véritable valeur des prophéties de Nostradamus réside dans leur ambiguïté. Écrites dans une ancienne forme de français, parsemée de métaphores, ces prédictions laissent une large place à l'interprétation. Si certains considèrent que ces travaux sont empreints d'un certain flou, d'autres estiment que les prophéties se sont avérées exactes, et que de nombreuses fois ces prédictions semblent s'être réalisées. Que l'on croit ou non à leur authenticité, seul le temps nous dira ce que l'avenir nous réserve. Pour l'instant, la question demeure, les prédictions de Nostradamus pour 2025 pourraient-elles être vraies ? Une prophétie notable concerne le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine. Depuis février 2022, les tensions entre ces deux nations ont atteint de nouveaux sommets, entraînant des conséquences dévastatrices, notamment des centaines de milliers de victimes et des millions de personnes déplacées. La crise est considérée comme le conflit le plus important en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, mais les écrits de Nostradamus offrent une lueur d'espoir. Selon ces 4 la fin de la guerre pourrait survenir lorsque des armées épuisées, ayant épuisé leurs ressources, se retrouveront incapables de poursuivre le combat. Nostradamus suggère qu'au lieu de l'or et de l'argent, ces armées se tourneront vers le cuir de pièce, le laiton GAC et le signe croissant de la Lune. Cette imagerie critique pourrait indiquer une possible résolution, bien que sa nature exacte reste floue. La mention du laiton et du croissant de lune fait allusion à l'implication de la France et de la Turquie qui ont toutes deux montré leur soutien à l'Ukraine et à leur rôle potentiel dans l'instauration de la paix. En revanche, une prophétie plus inquiétante semble suggérer que l'Europe, et en particulier le Royaume-Uni, pourrait être confrontée à de graves défis. Nostradamus fait référence à une époque où l'Europe verra l'Angleterre se replier sur elle-même, suivie de guerres cruelles et d'une ancienne peste qui pourrait devenir plus mortelle que n'importe quel ennemi. Bien que l'existence de la Grande-Bretagne en tant que royaume unifié n'était pas une réalité à l'époque de Nostradamus, cette prophétie est souvent interprétée comme une référence au Brexit et à ses répercussions actuelles. Là,
peste ancienne, pourrait symboliser non seulement les crises sanitaires, mais aussi les impacts sociaux et économiques plus larges qui continuent de se dérouler, indiquant peut-être une escalade des tensions et de l'incertitude dans les années à venir. Nostradamus n'a pas réservé ses avertissements uniquement à l'Europe. Ses prophéties s'étendent également aux Amériques, faisant spécifiquement référence au « Jardin du monde », qui est largement interprété comme désignant la forêt amazonienne, et à la « Nouvelle ville » de Brasilia au Brésil. Dans sa vision, il décrit la région comme étant submergée, avec des eaux empoisonnées par le soufre, suggérant à la fois des inondations et une activité volcanique. Le terrain montagneux du Brésil et les défis environnementaux actuels dans la région pourraient correspondre à cette prédiction inquiétante, bien que l'avenir soit incertain quant à savoir si de tels événements catastrophiques se produiront. Dans un autre quatrain, Nostradamus semble prédire des troubles dans le monde du sport, mentionnant spécifiquement la Premier Ligue anglaise. Il écrit que « l'aigle est vaincu par le lion ». Les fans de football reconnaissant ses références à Crystal Palace, les Aigles, et à Tottenham Hotspur, dont le blason présente un coq, souvent associé à un lion en termes héraldiques. Nostradamus décrit une situation dans laquelle Crystal Palace rencontre des difficultés financières, ce qui conduit Tottenham à profiter de sa vulnérabilité. Ce passage critique pourrait refléter une crise à venir dans le monde du football, bien que la nature précise de cette prédiction reste spéculative. Enfin, l'une des prophéties les plus intrigantes attribuées à Nostradamus concerne l'apparition du troisième antéchrist, un personnage qui, selon lui, provoquerait l'apocalypse. Les deux premiers, Napoléon et Hitler, ont laissé des traces dévastatrices dans l'histoire, mais selon Nostradamus, le troisième antéchrist n'est pas encore apparu et son heure est peut-être arrivée. L'identité précise de ce personnage reste un mystère, mais cette prophétie continue d'alimenter à la fois la peur et la fascination. Que les prédictions de Nostradamus pour les années à venir soient vraies ou qu'elles restent un mythe, c'est une question à laquelle seul le passage du temps pourra répondre. En fin de compte, croire aux prophéties de Nostradamus est un choix personnel. Que l'on les considère comme des aperçus remarquables du futur ou comme une simple coïncidence, la fascination pour cet astrologue du XVIe siècle perdure. Alors que le monde se dirige vers 2025, nous ne pouvons qu'attendre de voir si les prédictions les plus énigmatiques de Nostradamus se réaliseront. De nombreux noms ont été mentionnés en lien avec l'Antéchrist. Les gens ont fait beaucoup de spéculations sur l'identité de cette personne. Il pourrait s'agir d'une personne célèbre, riche, éloquente et capable de convaincre facilement les gens. On le soupçonne d'être Donald Trump, Joe Biden ou même le roi Charles. Mais nous n'avons aucune certitude sur l'identité de cette personne. Nous savons seulement que cette personne maléfique est très probablement apparue et qu'elle fait l'étalage de sa puissance. Nous vivons à une époque où la bataille entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan s'intensifie comme jamais auparavant. Je crois que c'est parce que nous nous approchons du retour du Christ et de la destruction ultime du royaume de Satan. Une vague de peste. Le Voyant français a également ajouté que 2025 verra une énorme famine provoquée par une vague de peste. Tout d'abord, nous parlons de la famine. Si nous comparons la prophétie de Nostradamus à ce que la Bible enseigne, vous verrez la coïncidence qu'il mentionne tous deux la famine. Retour au passé. Israël occupait les hautes terres rocheuses de Canaan, la région de l'actuelle Jérusalem et les collines au nord de celle-ci, plutôt que les plaines côtières fertiles. Même dans les meilleures années, il fallait d'énormes efforts pour extraire suffisamment de nourriture du sol. Les saisons des pluies étaient brèves. Toute précipitation inférieure à la normale pouvait être dévastatrice dans tout le Proche-Orient ancien. La sécheresse et la famine étaient redoutées au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Presque toutes les civilisations de la Méditerranée orientale se sont effondrées à cause d'une sécheresse prolongée. Dans le livre du Deutéronome, Dieu proclame que si Israël obéit aux lois, le Seigneur ouvrira pour vous son abondante réserve, les cieux, pour fournir à votre pays la pluie en saison. La désobéissance, cependant, aura l'effet inverse. Les cieux au-dessus de votre tête seront de cuivre et la terre sous vous de fer. Le Seigneur fera de la pluie de votre pays, de la poussière et du sable tombera du ciel sur vous jusqu'à ce que vous soyez anéantis. Pour les anciens Israélites, la nature telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existait pas, et le hasard n'existait pas. Si les choses allaient bien,
c'était parce que Dieu était heureux. Si les choses allaient mal, c'était parce que la divinité était en colère. Dans une catastrophe nationale comme la famine, le péché devait être imputé soit à l'ensemble du peuple, soit au monarque qui le représentait. C'était la tâche des prophètes et des oracles de déterminer la cause de la colère divine. La famine était considérée à la fois comme une punition et une opportunité. La souffrance ouvrait la porte à la repentance et au changement. Par exemple, lorsque le célèbre roi Salomon inaugure le temple de Jérusalem, il prie pour que Dieu lui pardonne quand, à l'avenir, Israël, frappé par la famine, se tournera vers le temple nouvellement construit pour obtenir sa miséricorde. Dans le livre de Samuel, nous lisons qu'Israël a enduré une famine de 3 ans à l'époque de David, considéré comme le plus grand roi d'Israël. Lorsque David s'enquiert de la cause de la famine, on lui répond qu'elle est due au péché de son prédécesseur et ennemi mortel, Saül. Pour certains, la famine était à la fois une fin, le résultat de la désobéissance et du péché, et aussi un début, un tournant potentiel vers un avenir meilleur et plus fidèle. Deuxièmement, beaucoup pensent que la vague de peste dont parle Nostradamus fait largement référence à des tremblements de terre meurtriers. Examinons ces versets de plus près. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous inquiétez pas. Il faut que de telles choses arrivent, mais la fin n'est pas encore arrivée. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux et des famines. Ce sera le commencement des douleurs de l'enfantement. Sans aucun doute, quelque part, les gens commenceront à utiliser de telles catastrophes comme des signes que nous vivons dans les derniers jours. Ou, pour le dire plus précisément, puisque le Nouveau Testament insiste constamment sur le fait que les derniers jours ont commencé avec la première venue du Christ, ils insisteront sur le fait que nous vivons dans les derniers jours des derniers jours. Mais attendez. L'Apocalypse décrit des tremblements de terre apocalyptiques pendant la tribulation elle-même, d'une ampleur plus grande que tout ce que le monde a jamais vu. Mais le passage dans les Écritures où les gens se tournent pour établir un lien entre les tremblements de terre ordinaires et la proximité de la fin et le discours de Jésus sur le mont des Oliviers, les tremblements de terre et les famines ne sont que le début des douleurs de l'enfantement. En d'autres termes, tout comme les douleurs de l'accouchement rappellent à une femme enceinte qu'elle porte un bébé, que son corps veut mettre au monde, de même ces diverses catastrophes terrestres rappellent aux croyants que le Christ reviendra, mettant fin à l'histoire humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui. En revanche, le Français a prédit la Première Guerre mondiale, 79 ans après la fin de la Seconde. Une confrontation autour de la Chine est quelque chose que de nombreux experts géopolitiques et journalistes ont commencé à voir dans la dynamique changeante et l'ascension de la Chine en tant que puissance mondiale. Dans le passé, la Chine a fait preuve de sa force brute à plusieurs reprises dans les régions autour de la mer de Chine méridionale et de Taïwan, la plupart du temps par le biais de ses navires de guerre. Les analystes pensent que cela peut faire allusion à l'escalade du conflit en Asie avec la Chine, impliquant les pays de l'OTAN, qui pourrait conduire à un conflit militaire violent ou à une guerre totale. Nostradamus avait déjà prédit quelque chose de semblable il y a des siècles dans un de ses quatrains. Il parlait de combats et de batailles navales. Il disait que l'adversaire rouge pâlirait de peur, ce qui terroriserait le grand océan. Certains pensent que l'adversaire rouge pourrait faire référence à la Chine. Il pourrait bien faire référence à ce qui s'est passé en Ukraine, au conflit Chine-Taïwan ou à la Palestine. Certains interprètes considèrent chaque tremblement de terre, chaque bouleversement politique et chaque attaque contre Israël comme un signe certain que la fin des temps approche rapidement. Bien que les événements puissent signaler l'approche des derniers jours, ils ne sont pas nécessairement des indicateurs que la fin des temps est arrivée. L'apôtre Paul a averti que les derniers jours apporteraient une augmentation marquée des faux enseignements. L'Esprit dit clairement que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les derniers jours sont décrits comme des temps périlleux en raison du caractère de plus en plus mauvais de l'homme et des personnes qui s'opposent activement à la vérité. Tout au long de l'histoire chrétienne, les croyants ont spéculé que la fin des temps prophétisés était sur le point de commencer. Certains audacieux ont même fixé des dates précises. Ceux qui prédisent la fin des temps se concentrent généralement sur des choses comme les guerres, l'augmentation de la méchanceté et les catastrophes naturelles. Ils parlent de choses mauvaises comme l'augmentation de la violence des tempêtes, la montée de virus mortels,
de graves famines et sécheresses et l'escalade des tensions entre les nations. Il ne fait aucun doute que la guerre mondiale fera partie de l'avenir. Le Christ a clairement enseigné qu'il y aurait une guerre avant son retour. Jésus a prédit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. De même, Apocalypse 6h4 prédit un cavalier symbolique représentant la guerre qui enlèverait la paix de la terre. Pour être plus précis, l'avenir nous réserve au moins une autre guerre mondiale. Rien dans les Écritures ne dit qu'il n'y aura qu'un certain nombre de guerres mondiales. Les premières et secondes guerres mondiales ne sont pas explicitement mentionnées dans les Écritures, pas plus qu'une éventuelle troisième guerre mondiale. Seule la dernière guerre est mentionnée en détail, ce qui permet d'interpréter qu'il pourrait y en avoir d'autres avant le conflit final. Ainsi, bien qu'il y aura au moins une autre guerre mondiale, il n'y a aucun doute quant à son issue. La justice prévaudra lorsque Christ, le roi des rois et seigneur des seigneurs, vaincra tous ceux qui s'opposent à lui. Il convient également de mentionner à ce stade qu'après le règne de 1000 ans du Christ, il y aura un autre soulèvement, qui pourrait avoir l'ampleur d'une guerre mondiale. Satan sera lié pendant 1000 ans, puis libéré. Une fois libéré, il mènera une rébellion parmi les peuples de la terre. Le Christ réprime rapidement cette rébellion et juge définitivement Satan, le jetant dans les temps de feu, comme il l'a fait avec la bête, l'antéchrist et le faux prophète. Troubles mondiaux dans les prophéties laïques. Publié en 1555, Nostradamus a également mentionné qu'en 2025, un certain nombre de troubles se produiront à l'échelle mondiale, notamment des conflits accrus, des problèmes géopolitiques, des guerres en mer, des problèmes avec la famille royale et une catastrophe humanitaire majeure. Mais la plus grande inquiétude à laquelle l'humanité sera confrontée en 2025 sera probablement la nature. Une série de catastrophes climatiques devrait se produire et menacer l'humanité. La vie, la terre sèche deviendra plus sèche, et soudain, un grand déluge viendra. Il s'agit d'un verset tiré de l'ouvrage Le Prophète, montrant ce que Nostradamus a prédit en 2025. Pour décrire ce verset, on peut comprendre que la situation climatique déjà difficile va empirer. Le prophète français prédit que des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que des records de chaleur, des incendies de forêt, des sécheresses et des tempêtes, se produiront de plus en plus fréquemment et avec une intensité accrue. Le réchauffement climatique est un phénomène de grande ampleur qui se produit de nos jours. La Bible ne parle pas spécifiquement de changement climatique ou de réchauffement climatique. Cependant, elle nous dit que le monde finira par être brûlé par le feu, ce qui pourrait être une autre façon de comprendre à quel point l'état de la Terre deviendra progressivement alarmant. 2 Pierre 3h10 nous informe, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments seront détruits par le feu, la terre et tout ce qu'elle contient sera mis à nu. Un jour, Dieu effacera cet univers actuel et le remplacera par de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Quels efforts doivent être faits pour sauver une planète que Dieu finira par anéantir et remplacer par une planète si étonnante et merveilleuse que la Terre actuelle pâlira en comparaison? L'ère spatiale, ensuite, nous amène à la prédiction postmoderne de Nostradamus concernant l'ère spatiale au XXe siècle après la 4e révolution industrielle. Dans une région reculée d'Asie, un sociologue local, poussé par son instinct naturel et les esprits du paradis au-delà, par le 6e sens de l'intelligence humaine, a décodé les prédictions sociales et technologiques du XXe siècle. Imaginons la chronologie de l'ère spatiale. Elle aborde les étapes de son développement technologique, social et économique, du XXe siècle au XXe siècle. Il y a l'ère de la culture moderne, l'ère de l'exploration spatiale novice, l'ère du développement de l'aviation spatiale commerciale, l'ère de l'exploration spatiale périphérique, l'ère de l'exploration spatiale périphérique extérieure et l'ère spatiale mature. Tout d'abord, parlons de l'ère de la culture moderne. Cette étape présente la vie moderne de la société avec le développement commercial soutenu de l'électronique, des technologies de l'information et des applications d'autres gadgets technologiques. La présence d'une technologie commerciale en évolution comprend les ordinateurs portables, les iPods et les téléphones portables, combinés à une entreprise alimentée par satellite d'Internet, du câble et des lignes de communication. Il s'agit d'une forme active d'interaction sociale, soutenant le développement de la culture moderne en raison des progrès technologiques du XXIe siècle.
Deuxièmement, il s'agit de l'ère de l'exploration spatiale novice. Cette étape génère un soutien intégré des 5 décennies d'exploration spatiale, du vaisseau spatial Apollo dans les années 1960 à l'exploration de la navette en 2012. Elle utilise la technologie électronique et nucléaire pour évaluer le futur vaisseau spatial dans un habitat solaire extrêmement dangereux. Cela conduira au développement de l'aviation commerciale pour vivre et expérimenter la pesanteur dans l'espace et les niveaux de l'atmosphère terrestre. Cela lancera l'activité lucrative de la commercialisation précoce de l'expérience spatiale par la classe aisée de la société. L'ère de la culture moderne continuera de s'épanouir dans un large éventail de technologies de l'information commerciale à mesure qu'elle converge et mûrit à l'ère de l'exploration novice. Cela servira pendant les 5 prochaines décennies à valider et évaluer les conditions de la Terre périphérique du système solaire afin d'améliorer la protection des passagers de l'espace. D'ici 2100, il est important d'inclure l'ère de l'exploration spatiale novice pour les prévisions spatiales sur les changements qui se produiront jusqu'en 2100. Dans la gamme de l'ère du développement de l'aviation spatiale commerciale, il faut noter que la prochaine étape du prélude de l'ère spatiale utilisera toujours toutes les inventions et découvertes technologiques qui ont été faites à l'ère de la culture moderne et de l'exploration spatiale novice. La base de l'expérience de vie de valeur reste l'ère de la culture moderne. Cependant, l'ajustement et l'adaptation culturelle suivront toujours la transition innovante des gadgets technologiques, tels que l'utilisation d'Internet et des technologies satellites pour l'innovation commerciale des iPods, des téléphones portables, des ordinateurs portables, de la télévision par câble, etc. Troisièmement, c'est l'ère du développement de l'aviation spatiale commerciale après la 4e révolution industrielle. Cette étape explorera en permanence une meilleure assurance qualité pour l'industrie de l'aviation spatiale, en répondant aux préoccupations non plus concernant l'excitation de la pesanteur, mais l'obstacle à la fourniture d'une meilleure expérience et d'un meilleur soutien de la vie dans les voyages spatiaux. Il faudra des siècles pour que la phase de transition de la culture moderne et de l'aviation commerciale soit mature et dormante pour résoudre le problème de la pesanteur gravitationnelle et de la subsistance de la nourriture et de l'oxygène dans l'espace. Les technologies innovantes de l'ère de la culture moderne continueront d'exister jusqu'à l'ère du développement de l'aviation spatiale commerciale. Le processus d'exploration des 3 prochaines décennies, de 201 à 2050, fournira l'assurance qualité pour divertir les passagers de l'espace, en offrant l'expérience réelle de la pesanteur dans l'espace et au-delà de l'atmosphère. En regardant la planète bleue, cela ne sera abordable que pour la classe aisée et d'autres tranches de revenus élevés. Dans les années 2200 à 2300, la concurrence mondiale restera élevée pour l'aviation spatiale commerciale. L'ère des cultures modernes transformera l'adaptation culturelle car elle diffusera, fusionnera et intégrera la conscience spatiale pour la prochaine génération lors du développement progressif de l'ère spatiale. Entre 2300 et 2400, l'industrie de l'aviation commerciale spatiale redéfinira ses services spatiaux de qualité en favorisant les habitats spatiaux à la périphérie de la surface terrestre, après les limites de vol des satellites à portée de la Terre et de la Lune. Cela fera la différence dans le monde des affaires grâce à la domination de sa puissance dans les engins spatiaux et les capsules spatiales. La réinvention des hôtels spatiaux, des centres commerciaux pour engins spatiaux à capsules spatiales et d'autres installations spatiales sera habitable pour la société humaine. Quatrièmement, c'est l'ère de l'exploration spatiale périphérique. Le résultat de l'aviation commerciale de l'espace se transformera pour introduire la vie spatiale périphérique à distance de la Terre sur la Lune extérieure. L'introduction de capsules spatiales et d'engins spatiaux comme principal support d'habitat dans un système solaire hautement dangereux sera développée pour cette étape. La surface de la Terre redéfinira les cultures modernes en cultures spatiales extraites du support phénoménal de l'ère spatiale. Après 5 siècles de développement, la prédiction sociale et technologique se réalisera avec l'avènement de l'invention et de la découverte dans le développement de la gravitation biologique simulée et de la subsistance de la vie, de l'oxygène et du soutien alimentaire dans les capsules spatiales et les habitats des vaisseaux spatiaux. La commercialisation se déplacera, non seulement dans le développement de l'aviation, mais aussi dans l'exploration interplanétaire de la Société spatiale internationale. La surface de la Terre redéfinira également de nouvelles sources de matériaux technologiques provenant de l'exploration interplanétaire, à mesure que les ressources de la Terre s'épuiseront au Moyen-Orient et en Asie d'ici l'an 2500.
L'industrie de l'aviation spatiale commerciale mûrira à mesure que l'habitat spatial mènera une exploration spatiale commerciale. Les entreprises commerciales internationales et les entreprises d'État exploreront le système solaire pour ses ressources minérales et chimiques afin de produire des installations et des équipements spatiaux. Le tournant du siècle verra l'exploitation des systèmes solaires périphériques, car les bases et les habitats spatiaux soutiennent les structures de vie dans un système interplanétaire extrêmement dangereux. Cette étape de développement se poursuivra. D'un autre côté, la culture humaine ne sera plus la même. Son adaptation culturelle sera très différente et définie par sa conscience de soutenir la période de l'ère spatiale. Cinquièmement, nous sommes dans l'ère de l'exploration spatiale en dehors de la périphérie. Les siècles suivants, après l'ère du développement de l'aviation commerciale dans l'espace, stimuleront l'exploration interplanétaire en tant que porte principale de la vie planétaire. Elle existera continuellement en dehors du système solaire. D'ici la fin des années 2500, l'exploration spatiale s'étendra en dehors du système solaire, car les humains terrestres seront capables de mener une recherche tangible avancée au-delà de la galaxie et de la Voie lactée de l'univers. La chronologie de l'exploration en dehors du système solaire consommera les 3 prochains siècles de développement, car l'habitat humain apprendra à vivre dans les profondeurs de l'espace, en dehors du système solaire. Le dernier est l'ère spatiale mature. L'ère spatiale mature sera le prélude à l'ère de l'exploration périphérique et en dehors de la périphérie. L'humanité perfectionnera la vie dangereuse dans l'espace et ses défis interplanétaires dans le système solaire. Ce sera le 30e siècle lorsque le véritable âge spatial sera parfait. D'ici la fin du 30e siècle, la vie périphérique du système solaire et dans le domaine spatial de la galaxie et de la Voie lactée de l'univers aura atteint sa maturité aux limites du système interplanétaire. Les êtres humains seront les vagabonds de l'espace, à la recherche de systèmes de vie à travers l'univers. La chronologie de l'ère spatiale sera affectée par de nombreux facteurs internes et externes, qu'il s'agisse d'activités humaines ou d'événements naturels qui se produiront dans les siècles à venir. La transition des ères spatiales se produira sûrement, car les prédictions sociales et technologiques sont dans les limites objectives de l'intelligence humaine et du 6e sens des structures et des processus de la vie humaine. Il y aura des changements dans l'espace. Les transitions d'âge, mais les bases de son développement philosophique, social et technologique seront également là. Le monde ne sera plus jamais le même à mesure que nous vieillirons, grâce aux merveilles des technologies de l'information et du développement spatial de 2010 à 2050. Cependant, ces étapes de transition dans l'ère spatiale dépendent tellement de notre foi en Dieu et de la correction générationnelle des attitudes de l'espèce humaine envers l'adoration de la richesse matérielle. Que le monde saisisse la pensée intérieure de cette prédiction sociale et technologique du passé. Le poteau indicateur est le développement d'une religion soutenue sur sa valeur éthique et morale pour transcender la parole de sagesse du Sauveur. Je dis, Amen. Que Dieu soit avec vous pour toujours alors que nous vivons l'avenir passionnant de l'ère spatiale. Quelques jours seulement après avoir fêté son 42e anniversaire, la princesse Kate d'Angleterre est hospitalisée pour des problèmes abdominaux. En 1555, un jeune Français du nom de Nostradamus a écrit une série de poèmes prophétiques. Ces écrits, remplis de prédictions sur certaines des plus grandes catastrophes de l'histoire humaine, attirent encore aujourd'hui l'attention de nombreux politiciens. Ils pensent que ces textes détiennent le plan directeur de notre avenir. Parmi ces prédictions, il n'est pas surprenant que la plus ancienne famille royale du monde soit mise en avant. Aujourd'hui, nous plongeons dans les 5 prédictions de Nostradamus sur la famille royale. Entrons dans le vif du sujet. La fin tragique et le secret de l'héritage de la reine Élisabeth II. Vous avez certainement entendu parler de la reine Élisabeth II. Elle est sur le trône depuis plus longtemps que quiconque, à l'exception de son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria. L'une des prédictions les plus discutées concerne sa mort, en particulier en Europe. Pendant ce temps, aux États-Unis, c'est la prophétie concernant une attaque contre Donald Trump qui est la plus populaire. Selon Nostradamus, la dernière reine de Grande-Bretagne sera accablée par de vieux conflits familiaux avant son décès. Sa santé se détériorera en raison de son âge, la forçant finalement à disparaître de la scène publique. Sa famille peut rester silencieuse pendant une semaine, mais elle ne pourra pas garder sa mort secrète bien longtemps, même si elle essaiera. Pour honorer sa mémoire,
son petit-fils aîné demandera des funérailles publiques. Malgré la préparation de sa famille à ce moment, son décès sera tout de même un coup dur émotionnel, en particulier pour la nation qui la voit presque comme immortelle. Mais une chose est sûre, elle ne sera pas la dernière à s'asseoir sur le trône. Une autre prophétie concernant la défunte reine pourrait choquer le monde. Nostradamus prédit un amant secret présumé qui aurait son mot à dire sur l'héritage de 511 millions de dollars de la reine. La défunte reine était estimée à une fortune personnelle de 46,5 millions de dollars, ce qui a déclenché une nouvelle prédiction de Nostradamus. Selon le quatrain V3 des apothicaires français du VIe siècle, un bombardement ébranlerait la couronne britannique suite à la découverte dans le coffre de la reine de lettres sans signature ni nom d'auteur. Les cadeaux, qui font référence à un héritage, seront cachés et l'identité de l'amant présumé ne sera pas connue. Cette prophétie suggère qu'il existe quelqu'un dans l'entourage de la famille royale britannique qui pourrait avoir son mot à dire sur l'héritage du monarque. Si cette déclaration est considérée avec suspicion au Royaume-Uni, après le succès passé de Nostradamus dans la prédiction de la mort de la reine Elisabeth II, elle a attiré l'attention de beaucoup. Si la prophétie devait se réaliser, les services secrets britanniques travailleraient sans aucun doute sur la question pour assurer une succession en douceur et sans scandale. Alors que Nostradamus continue de captiver le monde avec ses prédictions, seul le temps nous dira si cette dernière prophétie se réalisera. La fin de la monarchie. Quant à la chute de la monarchie, cette prophétie pourrait faire allusion à quelque chose de plus profond. Nostradamus a prédit que le prince Harry finirait par prendre le trône, mais seulement après avoir surmonté un obstacle, son frère et ses neveux. Pourrions-nous assister à un scénario similaire à l'histoire biblique de Caïn et Abel, où le frère cadet accède au pouvoir après avoir éliminé son frère? Cette prophétie est la plus significative que Nostradamus ait faite à propos du Royaume-Uni. Plus intéressant encore, ces prédictions ont été confirmées par Baba Vanga, l'une des voyantes les plus connues d'aujourd'hui. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est un événement aussi important. Eh bien, selon la prophétie, 2018 est l'année où la famille royale du Royaume-Uni perdra le pouvoir politique sur 15 des 16 États souverains du Commonwealth. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu que le point de bascule de tout cela sera la mort de la reine Elisabeth. Les ennemis de la couronne utiliseront son décès comme une opportunité pour démanteler la monarchie, lançant même des attaques contre la famille royale. Mais ce ne sera pas seulement une querelle interne pour savoir qui obtiendra le trône, il y aura des forces cachées plus profondes en jeu, influençant l'institution vieille de plusieurs siècles. Des pays comme l'Espagne, la France et l'Allemagne rejetteront la politique internationale du Royaume-Uni, considérant la nation comme un fauteur de troubles isolés dont les idéologies dépassées ne causent des problèmes qu'en Europe, pire que la Grèce ou l'Italie, et tout cela à cause de la famille royale. Même le public britannique commencera à se distancier de la monarchie, réduisant l'influence des rois à de simples prête-noms. Au niveau mondial, la famille royale sera considérée comme malhonnête et corrompue, avec ses conflits internes ressemblant au drame de Game of Thrones. Nostradamus a même prédit que les journalistes qui s'exprimeraient contre la famille seraient emprisonnés, mais personne ne connaîtrait jamais toute l'histoire. Cela resterait le plus grand mystère non résolu en Europe, avec des théories tournant autour de la trahison et du déshonneur au sein de la famille royale. Même si la vérité serait probablement bien différente. Un nouveau roi sur le trône. Concentrons-nous sur William et Kate Middleton. Depuis leur mariage en 2011, les prédictions et les rumeurs sur leur avenir ne manquent pas. Après tout, William est le deuxième dans l'ordre de succession au trône et son mariage fut un événement majeur. Mais qu'est-ce que cela signifie en termes de prophétie de Nostradamus? Quel rôle joue le fils aîné de Lady Diana dans ses prédictions? Eh bien, non seulement la reine Elisabeth II est censée décéder, mais aussi un prince et ses enfants. Alors pourquoi les gens pensent-ils que cela fait référence à William? Tout d'abord, William est né le 21 juin 1982, juste à la transition entre les Gémeaux et le Cancer. Les Gémeaux représentent les nouveaux départs, tandis que le Cancer, symbolisé par le crabe, représente les maladies qui s'accrochent jusqu'à provoquer la mort. Il est intéressant de noter que William partage non seulement un lien étroit avec sa défunte mère, mais aussi le même signe du zodiaque. Beaucoup ont vu Lady Diana comme une menace pour la monarchie,
un cancer aux yeux de la reine Elisabeth. William pourrait-il être le cancer métaphorique qui perturbe la monarchie? Et n'oublions pas que Kate Middleton est née pendant une éclipse lunaire, un événement lié à la déesse Diana. La chute du roi Charles et l'ascension du prince Harry. Bien que William soit le premier sur la liste pour succéder au roi Charles III, selon les prédictions de Nostradamus, il est possible que le frère cadet de William soit celui choisi à la place. Des spéculations récentes ont fait surface concernant les prédictions faites par l'astrologue du XVIe siècle Nostradamus, suggérant un avenir tumultueux pour le roi Charles d'Angleterre en 2024 après son diagnostic de cancer, découvert alors qu'il suivait un traitement pour une hypertrophie de la prostate. Les observateurs de la royauté ont spéculé que le roi Charles pourrait se retirer, soit volontairement, soit en raison de pressions liées à sa santé. La révélation du diagnostic de cancer du roi Charles a laissé de nombreuses questions sans réponse, Buckingham Palace ne divulguant pas de détails concernant le type et le stade du cancer. Ce manque de transparence a alimenté à la fois l'inquiétude et les spéculations sur la santé du monarque et les implications potentielles pour la monarchie britannique. Dans son célèbre ouvrage Le Prophète, Nostradamus semble avoir prédit la chute du monarque, y compris une éventuelle abdication ou une destitution forcée. Nostradamus a prédit l'abdication potentielle d'un roi et l'émergence d'un successeur inattendu, ce qui semble désormais faire écho à la situation actuelle impliquant le roi Charles et le prince Harry. L'ancien prophète a dit que le roi des îles serait chassé par la force et serait remplacé par quelqu'un qui n'aurait aucune marque de roi avant cela. Il a prédit avec précision le décès de la reine Elisabeth II à environ 96 ans, une prophétie qui correspond à l'annonce par Buckingham Palace du diagnostic du roi Charles III après le décès de sa mère en 2022. Cependant, la question de savoir comment le prince Harry, qui a montré peu d'intérêt pour les fonctions royales, finirait par devenir roi reste sans réponse. La famille royale a fait face à sa juste part de scandales ces dernières années. Cependant, celui qui a fait le plus la une des journaux et a fait tourner en bourrique les journaux et les tabloïds du monde entier a été la sortie du prince Harry de la famille royale et les retombées qui ont suivi. Malgré sa décision de se retirer de ses fonctions familiales, beaucoup se demandent si le prince Harry pourrait toujours régner en tant que roi. Mais y a-t-il une chance pour le prince Harry après l'annonce que la santé de Charles pourrait être en danger? Certains se sont naturellement demandé à quoi ressemblerait la ligne de succession au trône et s'il était toujours possible pour Harry de devenir roi. Voici ce que nous savons sur la possibilité pour Harry de se retrouver sur le trône. Le roi Charles III pense qu'il n'y a tout simplement aucun moyen pour son fils, le prince Harry, de revenir dans le giron royal. Selon un rapport, après que le roi Charles a annoncé son problème de santé, le prince Harry a parlé du diagnostic de cancer de son père dans une interview, où il a laissé entendre que les récents problèmes de santé pourraient avoir un effet réunificateur sur sa famille. Harry a déclaré « Je pense que toute maladie, quelle qu'elle soit, rassemble les familles. Écoutez, j'aime ma famille. Le fait que j'ai pu prendre un avion pour aller le voir et passer du temps avec lui, je suis reconnaissant pour cela. Mais il semble que ce sentiment ne soit pas réciproque, car des sources proches du monarque affirment qu'il est fermement convaincu que Harry ne peut pas revenir en tant que membre actif de la famille royale. Une autre source a ajouté qu'à part un petit nombre d'investitures, le roi n'a pas l'intention de se décharger d'un grand nombre de tâches sur d'autres membres de la famille pendant qu'il suit un traitement. D'autres sources ont noté que l'approche à moitié dedans, à moitié dehors d'Harry n'est tout simplement pas suffisante pour le voir revenir dans le giron royal avec sa femme, Meghan Markle. Malgré cela, des sources proches affirment que Charles serait ouvert à la réparation de sa relation endommagée avec son plus jeune fils. Ailleurs, Harry a révélé qu'il envisageait de devenir officiellement citoyen américain depuis qu'il s'est installé dans le style de vie californien après avoir quitté la vie royale en 2020. Lorsqu'on lui a demandé ce qui l'en empêchait, Harry a répondu « Je n'en ai aucune idée. Je suis ici pour faire ça. L'idée m'a traversé l'esprit, mais ce n'est pas une priorité absolue pour le moment. » Si Harry décidait de devenir citoyen américain, il serait contraint de renoncer à son titre royal. On a depuis dit que la famille royale n'était pas ravie de la décision d'Harry de parler des problèmes de santé de son père à la télévision nationale. Le prince William serait déterminé à empêcher les tentatives du prince Harry de revenir dans le giron royal. Les médias rapportent que des sources proches de William affirment qu'il se mobiliserait si nécessaire,
à la suite du diagnostic de cancer du roi Charles, car il pense qu'on ne peut pas faire confiance à Harry et Meghan Markle. La réponse de William, jamais, nada, pas question, est venue après que le Times de Londres a rapporté que Harry avait signalé sa volonté d'intervenir si nécessaire et la révélation que lui et Charles avaient eu plusieurs échanges chaleureux sur tous les plans pratiques. Il est tout à fait logique que la famille se rassemble pour soutenir le roi alors qu'il est malade. Beaucoup de choses ont été dites des deux côtés ces dernières années, mais cela n'a jamais diminué le lien fondamental du sang. Il y a maintenant des aspects pragmatiques à prendre en compte, le bien-être du roi et de Kate Middleton étant primordial dans ce domaine. Harry est prêt et disposé à aider et croit sincèrement que cela fonctionnerait bien pour les deux parties. Selon lui, cela ne serait pas différent de ce qui a été proposé en 2020 avec un modèle hybride de travail avec la maladie du roi. Il y a peut-être plus de raisons pour que ces options soient envisagées. Le duc de Sussex a été exclu des plans du monarque pour l'avenir de la famille royale, avec le grand frère d'Harry, le prince William, au centre des plans de Charles. Un expert royal a déclaré en exclusivité au Mirror que le prince de Galles était au cœur de la planification de la succession. Mais Harry a été laissé de côté dans l'avenir de la monarchie parce que personne ne lui fait confiance. Après que Harry et sa femme, Meghan Markle, ont démissionné de leurs fonctions de membres actifs de la famille royale en janvier 2020, l'expert pense qu'ils ont été délibérément exclus des plans de succession parce qu'ils ne sont plus considérés comme faisant partie de la famille royale. Le plus ancien membre du cercle restreint de la monarchie, Harry n'est certainement pas inclus dans les négociations de succession parce qu'il n'est plus un membre actif ou même un membre de la famille royale de confiance. Il a obtenu ce qu'il voulait et n'est plus le remplaçant, ou du moins il n'est que nominalement le remplaçant. Les responsables avaient. On pensait que Charles resterait en bonne santé au moins jusqu'à 85 ans avant que la planification de la succession ne doive commencer. Mais, en fait, cela a maintenant commencé et indique peut-être que le cancer de Charles est plus dangereux que nous avons été amenés à le croire. La planification de l'avenir de la monarchie est une affaire top secret. Alors qu'Harry continue de commenter la famille royale dans des interviews très médiatisées, il a été qualifié de peu fiable par crainte qu'il ne crache le morceau. La planification de la succession est hautement secrète, et personne ne fait confiance à Harry pour y participer pour la simple raison que s'il se sent d'une manière ou d'une autre lésé ou qu'on ne lui donne pas ce qu'il estime mériter, il courra directement vers les médias, a expliqué l'expert. Le prince Harry a parlé de sa grande tristesse d'avoir quitté la famille royale et a déclaré que lui et Meghan n'avaient pas d'autre choix que de quitter leur fonction royale supérieure. Mais, a juré que le couple ne s'en allait pas. Cependant, une source proche de William a déclaré aux médias que tout ce qui avait été discuté entre William et le roi était privé. Mais il est absolument et catégoriquement clair que William ne permettrait pas à Harry de revenir. Il pensait que c'était une mauvaise idée à l'époque, et il est encore plus clair maintenant. Si quelqu'un doit assumer plus de fonctions, ce sera William, et ce n'est même pas à l'ordre du jour pour l'instant. Son objectif principal est la santé de son père, sa famille et ce qui est le mieux pour la monarchie. Il y a 0% de chance qu'Harry revienne à quelque titre que ce soit. Le fait est donc que même la possibilité de revenir est toujours difficile, sans parler de s'asseoir sur le trône. Il n'y a aucun moyen pour le duc de Sussex d'occuper un rôle de travail temporaire dans la famille royale pendant que son père est malade, bien qu'il soit prêt à intervenir. Cela est conforme aux termes et conditions de la sortie de Harry et Meghan de leurs rôles royaux supérieurs, qui ont clairement indiqué qu'il n'y avait pas d'option à moitié dedans, à moitié dehors pour eux. Ces conditions étaient assez claires, et la maladie du roi n'a rien changé à cela. Une autre source a déclaré au journal que l'opinion collective de la reine Elisabeth, du roi Charles et du prince William selon laquelle un modèle hybride de royauté active n'était pas approprié restait d'actualité. Le sujet n'a pas non plus été abordé lors de la récente rencontre entre Harry et Charles. Il est techniquement toujours possible qu'Harry devienne roi d'Angleterre, bien qu'il ait abandonné le monde des protocoles royaux lorsqu'il s'est installé aux États-Unis et ait publiquement dénoncé la presse et certains membres de sa famille en raison de la façon dont il traitait sa femme. Il pourrait toujours devenir roi et est actuellement 5e dans l'ordre de succession au trône. La position d'Harry dans l'ordre de succession est un droit de naissance, et elle ne peut lui être retirée que par une loi du Parlement. Pour qu'il devienne monarque, cependant,
de nombreuses choses devraient se produire. Le prince William, le frère aîné d'Harry, est actuellement premier dans l'ordre de succession et devrait devenir roi à la mort de son père. Pour qu'Harry devienne roi, William devrait mourir, tout comme ses enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, qui sont respectivement deuxième, troisième et quatrième dans l'ordre de succession. Après Harry dans l'ordre de succession, il y a son fils, le prince Archie, puis sa fille, la princesse Lilibet. Alors oui, Harry pourrait devenir roi, mais cela n'arriverait qu'après une tragédie extraordinaire. Que se passerait-il si le prince William abdiquait? Il semble extrêmement improbable que William abdique s'il montait sur le trône. Il se prépare à occuper ce poste depuis sa naissance. Mais s'il le faisait et que le prince George n'avait pas encore 18 ans, il est possible qu'Harry soit appelé à servir en tant que roi régent jusqu'à ce que George ait 18 ans. Dans ce cas, Harry ne serait qu'un intendant temporaire du trône jusqu'à ce que son neveu soit prêt à devenir le véritable roi. Dans ces circonstances, il n'est pas non plus certain qu'Harry soit la personne à qui l'on demanderait d'agir en tant que régent, car d'autres membres de la famille royale de haut rang pourraient assumer ce rôle. Même si Harry était appelé à servir en tant que roi ou roi régent, il semble tout à fait possible qu'il choisisse d'abdiquer pour le bien de sa propre famille et de sa santé mentale. Il n'apprécie clairement pas l'examen minutieux qui accompagne le fait d'être un membre de la famille royale, et cet examen ne ferait qu'augmenter s'il devenait un jour roi. Réunion du prince Harry, le monde devrait se préparer à l'arrivée d'un nouveau bébé royal et à une éventuelle réunion de famille, selon Guleden Sasson, un astrologue. Telles sont ses prédictions pour la famille royale en 2024. Cette année apporte une pléthore de rétrogrades et des éclipses potentiellement perturbatrices pour tout le monde, y compris pour les membres de la famille royale. Le thème d'Harry se déplace vers la maison de l'argent, du talent et de l'estime de soi. Il va également se déplacer vers sa maison de la communauté, du marketing et des ventes. Monsieur Sasson a déclaré qu'en plus d'avoir du succès dans ses entreprises au cours de la nouvelle année, l'expert en astrologie prédit également que le prince Harry et Meghan Markle pourraient avoir un troisième enfant lorsque Jupiter emménagera dans sa maison. Gaulle, auteur de l'astrologie de 2023, traversant le mouvement du pont des gens, a déclaré que Jupiter était dans la maison et la famille d'Harry depuis un an pour la première fois depuis plus de 80 ans, qui est la planète de l'énergie folle et imprévisible. Après cela, il y aura très probablement une réunion des frères royaux. Les retrouvailles ou le rafistolage pourraient avoir lieu entre les deux frères, qui se sont quelque peu éloignés ces derniers temps, a déclaré Sasson. Le prince William, un Sagittaire Capricorne, est né pendant une nouvelle lunée à proximité d'une éclipse solaire, ce qui est un signe assez puissant pour un dirigeant. Mais il est probable qu'il soit un peu lent à s'épanouir et que les choses prennent du temps pour lui. Mais ces retrouvailles sont-elles possibles? Lorsque le roi a annoncé qu'il avait un cancer, le duc de Sussex, qui s'est retiré de son rôle de membre senior de la famille royale britannique avec Meghan Markle, est retourné en Angleterre pour rendre visite au roi. On sait que Harry est également prêt à retourner dans des missions temporaires pour soutenir le roi Charles. Cependant, le prince de Galles William, qui était en colère contre les attaques répétées de son jeune frère contre la monarchie, devrait bloquer toute tentative de Harry de revenir dans la famille royale. Des sources proches de William affirment qu'après le diagnostic de cancer du roi Charles III, William assumerait lui-même davantage de fonctions si nécessaire. Le prince de Galles pense également qu'on ne peut pas faire confiance à Harry et Meghan. Une source proche du dossier a déclaré qu'il était peu probable que William autorise son jeune frère à reprendre ses fonctions royales. Tout ce qui a été discuté entre William et le roi était privé, mais il est clair que William ne permettra pas à Harry de revenir. William pensait autrefois que c'était une mauvaise idée, et maintenant il est encore plus clair à ce sujet. Si quelqu'un doit assumer davantage de responsabilités, ce sera William. Il se concentre sur la santé de son père, sa famille et ce qui est le mieux pour la monarchie. Il y a 0% de chance que Harry revienne à quelque titre que ce soit, a déclaré la source. Auparavant, dans son autobiographie Spare, Harry avait critiqué sa famille, accusant son frère de l'avoir poussé dans un bol pour chien dans un accès de rage. Il a également dirigé ses attaques contre sa belle-mère, la reine Camilla, et sa belle-sœur, la princesse de Galles. L'année dernière, un livre d'Omid Scobie,
qui serait le porte-parole d'Harry et Meghan, a suscité une controverse sur les allégations de racisme au sein de la famille royale britannique. Les deux membres de la famille royale auraient discuté de la couleur de peau du fils du Sussex. Le roi Charles pense que construire des ponts avec Harry et Meghan profitera à la monarchie, mais estime que tout rôle officiel pour le duc de Sussex serait un pas en arrière. En 2020, lorsque les Sussex ont quitté la famille royale pour rechercher une liberté financière, la défunte reine Elisabeth II a refusé leur demande d'exercer à la fois des fonctions au nom de la monarchie et d'être autorisée à poursuivre des intérêts commerciaux. La famille royale britannique de l'époque a conclu un accord qui permettait aux Sussex de chercher une nouvelle vie en dehors de la maison, mais leur interdisait de se déclarer prince ou de profiter des relations royales à des fins commerciales. D'après les informations ci-dessus, pensez-vous qu'il est possible pour Harry de retrouver la famille royale? La réponse est peut-être non, mais attendez. Le roi Charles est la seule chance du prince Harry de revenir dans la famille royale. Cela signifie que le prince Harry ne peut revenir dans la famille royale que tant que Charles est encore roi, affirme un commentateur royal. Le prince Harry a été averti que le temps presse par un commentateur royal, qui l'a exhorté à agir pendant que le roi Charles est encore monarque s'il veut un jour être accueilli à nouveau dans le giron royal. Le désaccord entre Harry et la famille royale, en particulier avec son frère le prince William, s'est creusé de plus en plus depuis leur départ sensationnel, en particulier après que le couple ait fait une série de déclarations explosives sur la famille royale. Bien qu'il soit entendu que Harry souhaite se réconcilier avec sa famille et son père, la relation entre les deux frères en conflit est toujours considérée comme glaciale et ils ne se parlent pas. Maintenant, un commentateur royal a suggéré que si Harry veut un jour revenir dans la famille royale, il doit le faire avant que son frère ne devienne roi, car William ne le laissera probablement jamais reprendre ses fonctions à quelque titre que ce soit à l'avenir. Selon de nombreuses sources, le prince Harry semblait avoir envie de quitter la famille royale avant même d'avoir épousé Meghan Markle. Dans une interview avec l'auteur Anne Gelael, le duc de Sussex a déclaré qu'il voulait quitter la vie royale. « J'ai passé de nombreuses années à tourner les talons et je ne voulais pas grandir. J'avais envie de m'en sortir, mais j'ai ensuite décidé de rester et de me trouver un rôle, a déclaré Harry aux journalistes. Il a ensuite raconté ce que cela faisait de marcher avec son frère, le prince William, derrière le cercueil de leur mère, la princesse Diana, lors de ses funérailles en 1997, alors qu'ils étaient à peine adolescents. Je ne pense pas qu'on devrait demander à un enfant de faire cela, quelles que soient les circonstances. Cela n'arriverait certainement pas aujourd'hui, a-t-il rappelé. Autrefois l'un des membres les plus aimés de la famille royale, le prince Harry a dû faire face à une réaction négative du public depuis son mariage. Meghan, cela s'est accompagné d'une série de déclarations et d'actions controversées qui ont conduit de nombreuses personnes à se retourner contre lui. Beaucoup pensent qu'il a un peu exagéré en déclarant la guerre aux médias et à la famille royale. Être né monarque est à la fois une malédiction et une bénédiction, d'énormes privilèges et d'énormes devoirs. Les gens le détestent pour s'être débarrassé des devoirs royaux, et ils ont raison d'une certaine manière, car c'est ce qui lui a valu sa richesse. Oui, il ne l'a jamais demandé, mais on ne le voit pas non plus échanger sa vie luxueuse contre un revenu moyen en faisant don de tout son surplus de richesse. Le prince Harry et Meghan Markle se sont rencontrés à Londres et ont fini par se séparer du reste de la famille royale en raison d'un traitement raciste présumé à l'encontre de Meghan. Le prince Harry explique dans son livre qu'il a immédiatement réagi après avoir pris connaissance de ce comportement. Le couple a décidé de s'installer aux États-Unis d'Amérique, où il partage des amitiés avec de nombreuses personnes puissantes du monde du divertissement. Nous savons déjà comment la plupart des gens voient le couple royal, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne les supportent apparemment pas, surtout pendant les funérailles de la reine Elisabeth II. Les tabloïds britanniques ont condamné de manière obsessionnelle tout ce que Meghan Markle et le prince Harry, le duc et la duchesse de Sussex, ont fait ou n'ont pas fait pendant les funérailles. Vêtu d'un élégant ensemble noir, avec ses gants qui lui descendaient jusqu'au coude et son chapeau perché à un angle incliné sur sa tête, Meghan a essuyé une larme solitaire qui a tracé le long de sa joue. Cette larme unique, apparemment un symbole silencieux de chagrin, a déclenché un tollé qui a balayé les forums de discussion et dominé les médias sociaux.
L'idée qu'une chose aussi banale que de verser une larme lors d'un enterrement puisse déclencher un débat et une division aussi intense est surprenante. Pourtant, la réaction du public a été loin d'être sympathique. Ils ont rapidement qualifié l'alarme de Meghan d'insincérité, même s'ils l'ont accusée d'être irrespectueuse, malgré le fait que seuls ses proches et la défunte reine connaissaient la véritable nature de sa relation avec le monarque. Le reste du monde, cependant, n'a pas prêté attention aux nuances de ce lien, et c'est plutôt le spectacle de ses émotions qui a été scruté. Pendant des années après leur mariage, le prince Harry et Meghan sont restés l'objet de critiques incessantes des médias, en particulier de la presse britannique. Meghan, en particulier, a fait les frais du mépris. Le public britannique semblait lui reprocher d'avoir éloigné le prince de sa famille et pensait qu'elle était la cause de son éloignement. Il l'accusait d'avoir inventé des histoires sur sa vie, le prince Harry, semblait-il, suivant son exemple. La diffamation constante de Meghan semblait sans fin, créant une atmosphère de tension qui n'a fait qu'empirer après la mort de la reine. Les funérailles de la reine auraient dû être un moment solennel pour que la famille royale puisse faire son deuil et se réunir dans un moment de deuil collectif. Au lieu de cela, elles sont devenues une autre plateforme pour le public de continuer à attiser les flammes de la division. Meghan, une fois de plus, s'est retrouvée isolée, dépeinte comme une étrangère. Et comme si cela ne suffisait pas, des rumeurs se sont répandues dans les médias, suggérant que sa belle-sœur, Kate, avait une aversion pour elle et que le reste de la famille aurait préféré que Meghan reste complètement à l'écart. On ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui, chez Meghan, la rendait si mal à l'aise dans l'opinion publique. Sa vie avec le prince Harry, qui avait été romancée comme un conte de fées, ressemblait souvent davantage à une tragédie se déroulant sur une grande scène, plus shakespearienne dans son drame que tout ce que l'on pourrait attendre d'un couple royal moderne. Une autre facette du dédain du public pour Meghan provenait de la croyance répandue selon laquelle elle avait délibérément imité sa défunte belle-mère, la princesse Diana. Les critiques ont souligné que les manières de Meghan, sa façon de parler et même sa posture semblaient refléter celle de Diana. Comme dans un acte d'imitation, Meghan et Kate choisissaient fréquemment des tenues qui semblaient être influencées par le style emblématique de Diana. Étant donné que Diana était considérée comme l'une des membres de la famille royale les plus en vogue de tous les temps, il n'était pas surprenant que son style ait continué à avoir une influence durable. Cependant, l'intensité des efforts déployés pour reproduire le look de Diana semblait parfois trop difficile à accepter pour le public. Chaque fois que Meghan ou Kate faisaient des choix vestimentaires qui rappelaient Diana, que ce soit par une similitude esthétique ou par un créateur commun, cela déclenchait une vague de commentaires dans les médias et de discussions en ligne. Kate, qui était souvent louée pour son élégance posée, a suscité une attention positive, tandis que Meghan se retrouvait au centre d'opinions partagées. Cette insistance incessante sur les tentatives de Meghan d'incarner la même grâce et le même sang-froid que Diana, même lorsque ses efforts n'étaient pas aussi parfaits, semblait alimenter la perception d'elle comme une figure calculée. Les critiques ont souligné sa manière délibérée, presque étudiée, de parler et son comportement posé et contrôlé. La comparaison avec Diana, bien qu'inévitable, a souvent joué contre Meghan, en particulier lorsque les gens ont commencé à l'accuser d'essayer trop fort de refléter l'héritage de sa défunte belle-mère. Elle a été qualifiée de « trop forte », comme si chacun de ses mots et de ses gestes était scruté à la recherche de signes d'insincérité. Cela a conduit de nombreuses personnes à suggérer que Meghan devrait arrêter de parler de la famille royale et passer à autre chose, arguant que ses commentaires continus sur sa relation avec eux causeraient inévitablement du tort à son mari, le prince Harry. Les critiques de Meghan ont notamment critiqué la façon dont elle semblait susciter des comparaisons entre elle et Kate Middleton. Un ancien correspondant royal éminent, Michael Cole, a critiqué Meghan pour des actions qui semblaient intentionnellement favoriser de telles comparaisons. Il a souligné que quelques heures avant que Kate ne fasse sa première apparition publique depuis son diagnostic de cancer, la marque Lifestyle de Meghan avait lancé de nouveaux produits. Parmi ceux-ci figuraient des articles comme de la confiture de framboise et des biscuits pour chiens, dont la promotion était assurée par Nacho Figueras, un joueur de polo proche de Meghan et Harry. Ce timing n'a pas plu à beaucoup de gens, et Cole a exprimé sa désapprobation, suggérant que les actions de Meghan étaient perçues comme égoïstes et conçues pour éclipser Kate.
La recherche incessante de la comparaison de Meghan avec Kate était un point de discorde. Kate, issue d'une famille de classe moyenne et n'ayant jamais été formée pour être une princesse, était considérée par le public britannique comme une figure plus proche de la royauté moderne, une figure qui représentait l'idéal royal moderne. Meghan, en revanche, était constamment considérée comme une étrangère, quelqu'un qui ne correspondait pas tout à fait au moule, à la fois en raison de son passé d'actrice et de ses tentatives perçues d'imiter le style de Diana. La remarque de Cole résume parfaitement la situation. Dans tout ce que fait Meghan Markle, elle invite à une comparaison avec la princesse de Galles, et j'ai bien peur que dans cette comparaison, Meghan Markle ne s'en sorte pas très bien. La représentation médiatique de Meghan comme quelqu'un qui cherche toujours à éclipser Kate, même de la manière la plus subtile, n'a fait qu'accentuer le fossé. Et lorsque le couple a été exclu des grands événements royaux, comme le Trooping the Colour, certains observateurs ont pensé que Meghan était indifférente à ce camouflet. L'expert royal Richard Fitzwilliam a suggéré que l'apparente indifférence de Meghan à l'égard de son exclusion contrastait fortement avec le regret possible d'Harry d'avoir manqué l'événement. Alors que les tensions continuaient de monter, il semblait que l'histoire de la place de Meghan et Harry au sein de la famille royale était loin d'être résolue, laissant le public, les médias et la famille royale elle-même dans un état de trouble continu.